Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. La quinzaine des 30 ans de la conférence nationale se poursuit. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux contributions de la diaspora. Et justement, sur ce plateau, je voudrais vous présenter 6 citoyens de cette commune patrie, le Bénin. Le premier à nom, Raoufi Badirou. Il est administrateur à la retraite, ancien fonctionnaire des Nations Unies. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, les téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Merci bien. À vos côtés, nous avons le professeur Dieudonné Ao. Il est enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'inviter sur le plateau. Merci plutôt à vous. Maître Jacques Migan part à ce plateau avec nous ce soir. Il est avocat. Bonsoir. Bonsoir, Royal. Voilà, la première question, je voudrais vous la poser, Raoufi Badirou. Avant la conférence, il y avait quand même l'ère du PRPB. Comment la diaspora percevait justement cette ère-là? Oui, c'était une époque de notre histoire. La révolution battait son plein et nous avons la loi fondamentale qui régentait tout. Et sur le plan du développement du pays, il y avait quelques prémices de développement, mais tout ce qui n'était pas bien, c'était la répression à outrance, la confiscation de la presse et le parti unique. Donc, si la conférence est venue, c'est parce que personne n'a accepté cette situation. Et c'est pour cela qu'il y a eu la conférence qui nous a amenés à la démocratie. Très bien. Dieudonné Ao, est-ce que la diaspora, ou du moins ceux qui sortaient du Bénin, c'était pour raison de sécurité, c'était à cause de l'appareil qui était en place, c'était à cause de quoi concrètement? Merci, monsieur le journaliste, cher ami Romiade. Je voudrais d'entrée de jeu que nous précisions ce qu'on appelle diaspora. Et par rapport à ce thème particulièrement, la diaspora était composée de 2 citoyens béninois. La première tranche, c'est des fonctionnaires, c'est des entrepreneurs, c'est des particuliers qui sont allés au-delà des frontières béninoises pour diverses raisons. Raisons professionnelles, raisons économiques, raisons familiales et autres. La seconde partie de la diaspora, c'est ce qu'on appelle communément les exilés politiques. Des gens qui n'approuvent pas forcément la politique mise en place dans le pays et qui sont contraints d'aller à l'extérieur, d'aller en exil parce qu'à l'intérieur ils sont pourchassés, ils sont traqués. Et donc ces 2 groupes de Béninois à l'extérieur s'appellent la diaspora. Et donc dans ce cadre, la diaspora béninoise, donc des 2 parties que je viens de souligner, comme papa l'a exprimé tout à l'heure, au début de la révolution, ils les avaient approuvés. Il y avait eu des espoirs qui très tôt étaient déçus. Déçus, donc ceux-là qui ne voyaient plus, qui ne réfléchissaient plus, qui ne pensaient plus la même chose que le pouvoir en place, étaient obligés de s'exiler. Et donc, dans leur ville d'accueil, pays d'accueil, ils se sont organisés pour déstabiliser le pouvoir et chercher à renverser le pouvoir et puis à instaurer un nouvel ordre politique. Donc c'est cela que nous sommes venus débattre et puis qui a conduit à l'organisation de la conférence. Donc la diaspora s'est organisée d'une manière ou d'une autre, tantôt dans la clandestinité, tantôt publiquement, et le concours de ces Béninois de l'extérieur a abouti quand même à l'organisation de la conférence nationale. Très bien, merci. Maître Jacques Migan, vous faisiez beaucoup de navettes entre le Bénin et quand même l'extérieur.
comment vous appréhendiez justement ce qui était fait pendant cette période dite révolutionnaire, quand vous côtoyez justement ceux qui sont membres de la diaspora, comme cette clarification faite par le professeur Dieudonné? Oui, monsieur Robial, je crois que j'étais inscrit au barreau du Bénin. J'étais en même temps enseignant, professeur assistant à l'université du Bénin à cette période. Mais de par ma profession, puisque la plupart de mes clients, pour ne pas dire la totalité de mes clients, étaient à l'extérieur. Ce qui m'amenait à l'époque à être hors du Bénin pendant au moins 3 semaines. En Europe et dans la sous-région africaine, puisque j'étais présent dans tous les pays de l'Afrique francophone, d'Afrique. Donc, c'était un moment où j'étais beaucoup plus sorti. Et quand j'étais au Bénin, c'était pour les besoins de l'enseignement. L'époque, je dirais, quand je la revois encore aujourd'hui, elle m'amuse. Elle m'amuse parce que il n'y avait pas à l'époque de portable pour qu'on puisse passer l'information. Il n'y avait pas de WhatsApp. Donc, l'information venait par ceux qui sortaient du Bénin et qui pouvaient rencontrer les Béninois qui étaient à l'étranger. Et lorsqu'on arrivait à l'aéroport, Roissy-Charles de Gaulle, c'était le numéro à l'époque, puisque c'était desservi par Air Afrique. Il y avait les Béninois qui étaient là, et leur préoccupation, c'était l'information. C'était savoir qu'est-ce qui se passe au Bénin. Ils voudraient en savoir comment ça évolue, comment sont les parents, ou encore qu'est-ce que vous nous avez ramené, ou encore quand vous deviez repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire de Paris vers Cotonou. C'était l'époque où on vous confiait de l'argent, parce qu'on ne pouvait pas envoyer de l'argent, faire des mandats à un moment donné. Donc, on était devenus en quelque sorte ceux qui ramenaient l'information et ceux qui repartaient avec les moyens financiers pour les besoins des familles. Bref, c'est pour dire que c'était une époque, quand je la revois encore aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Et je dirais quelque chose. C'était l'époque de la pensée unique. C'était l'époque de la pensée unique. C'était l'époque où soit vous y adhérez, soit vous sortez. C'était l'époque où, je pourrais même dire encore, les compétents étaient partis. La compétence était partie parce que, comme vous le savez, l'intellectuel béninois, lorsqu'il n'approuve pas, sa première préoccupation, c'est d'aller contre. Et comme il ne pouvait pas aller contre, la préoccupation qui lui restait, c'était de sortir du pays. C'était le cas du président Émile Derlezissou, du diplomate que je respecte encore et que je continue à respecter, monsieur Poyon, le diplomate Poyon, Gracien Poyon, et puis d'autres. Ceux qui étaient partis, ils étaient partis parce qu'ils n'acceptaient pas à l'époque cette pensée unique. Et puis c'était l'époque, je dirais, de la corruption. La grande corruption. Je dirais même que la corruption a commencé réellement à cette époque. La grande corruption. Et c'était l'époque où, je dirais, où tout se partageait par ceux qui étaient aux responsabilités. On en parlera peut-être si on a encore le temps. Tout à fait. Badirou Rafiou, Raoufi plutôt, Maître Jacques Mingan parlait de fuite de compétences. Est-ce que... mais on a quand même semblé apprendre quand même que autour du PRPB, il y avait quand même des cadres, puisqu'il y avait des commissions qui avaient été mises en place pour le discours-programme. Et donc, on ne pourrait pas dire que toutes les compétences n'étaient pas hors du territoire. Non, j'ai dit un petit mot qu'il y avait la grande répression. Et donc, toutes les compétences ne sont pas parties. Au début, les cadres, les intellectuels ont participé au discours-programme, à la loi fondamentale. Ce n'est que chemin faisant qu'il y a eu la fuite des cerveaux. Parce qu'on ne pouvait pas accepter la pensée unique. Mais je vais rectifier quelque chose tout de suite. Ce n'est pas l'époque de la grande corruption. Parce que ceux qui ont dirigé le PRPD n'ont rien. La plupart de ceux-là ont fait abnégation eux-mêmes. Les dirigeants du PRPD ne se sont pas enrichis, comme ceux d'aujourd'hui que nous voyons.
Et nous pouvons dire que au moment du PRPB, les politiciens n'étaient même pas gracieusement payés. Ils étaient payés à leur salaire de fonction. Moi, j'ai connu beaucoup de ces gens-là qui, après la période-là, sont dans la pauvreté. Pas comme ceux d'après où nous avons eu la démocratie, où tout le monde, l'opulence s'est installée. Non, je ne voudrais pas dire Certains pourraient dire que c'est parce que, bon, les temps ont changé. Mais oui, bon, de toutes les façons, je ne pourrais pas dire qu'il y avait la corruption à ce moment-là, mais la fuite des cerveaux, certes, parce qu'ils ne mettaient pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'était quand même une période où les politiciens ont, en dehors de la pensée unique, en dehors du parti unique, ils avaient le patriotisme à fleur de peau. Ils voulaient travailler pour ce pays. C'est dans cette période de la Révolution que nous avons eu toutes les grandes entreprises, Onibolos, de Savès, CP, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis après? Qu'est-ce qu'on a ajouté à cela? Non, non. Seulement ce qui a fait fuir les gens, c'est la pensée unique et la répression. Les gens ne pouvaient pas rester dans un pays où, pour rien, on peut t'enfermer. Il y avait Segbana, il y avait plein de choses, et il y avait la terreur. Personne ne pouvait se dire en sécurité. Pour un rien, on pouvait venir te prendre et t'enfermer. C'est ce qui a fait fuir les gens. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Très bien. Professeur Dieudonné Ao, après donc, cette fuite de compétences, comment la diaspora béninoise s'est organisée concrètement? Merci beaucoup, cher ami Romuald. Je peux dire que au début, l'opposition au régime du président Mathieu Kérékou a commencé déjà vers les années 1975. J'ai entendu parler du président Zissou, Émile Delin Zissou tout à l'heure, qui s'était aussi retrouvé en France, et puis la première opposition de la diaspora s'était constituée autour de sa personne. En ce moment, il a été créé un groupe de réflexion, un réseau qui était baptisé, appelé le Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. Donc le porte-parole de ce réseau était Maître Gracien Poyon à l'époque. Et donc c'est ce réseau qui s'est constitué, et à travers des tracts, à travers la publication d'articles dans des revues, à travers des réunions et la mise en place de certains comités sous-régionaux, ce comité, ce groupe s'est organisé pour, en premier lieu, aider, chercher à faire comprendre au gouvernement révolutionnaire que la dérive n'était plus loin. Donc il fallait corriger le tir. Faisant toujours sourd d'oreille à cette critique de la diaspora, je crois que ce réseau s'est organisé, puis a cherché à agir en cherchant à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir. Donc vous avez certainement entendu parler de coup d'État manqué du 16 janvier 1977, l'opération Crevette qui a été conduite par le mercenaire Bob Denard. Donc tout ça faisait partie de l'organisation de l'action de la diaspora pour déstabiliser le régime monolithique du marxisme-léninisme, donc conduit par le président Kérékou. Et donc après cette étape, cette période 1975-1977, la répression et les dispositions que le régime Kérékou avait prises pour sécuriser les limites, donc, ont fait que la diaspora n'a pas pu être active dans ce mouvement jusqu'en 1989. Donc les mouvements étaient plus perçus à l'intérieur, donc le parti, le PCD, Parti communiste du Dahomey, qui était dans la clandestinité, organisait les différents groupes socio-professionnels, les étudiants, les enseignants, les travailleurs, et donc le relais se faisait un peu vers l'extérieur également. Donc
La diaspora n'a été encore visible que dans les années 89, fin 88-89, avec un autre groupe qu'on a appelé Club Perspective 99. C'est un autre réseau qui a été constitué autour de la personne de l'homme d'affaires Séverin Adjovi, ancien maire de Ouida. Et puis ce groupe a été un peu plus soutenu par les institutions internationales, puisque on a constaté que dans les activités menées par ce groupe, le groupe a envoyé plusieurs lettres ouvertes au président Mathieu Kérékou pour lui proposer son expertise dans la recherche de la résolution des difficultés économiques qui perduraient dans le pays. Et ensuite, ce groupe est allé jusqu'à organiser une table ronde à Versailles. On y reviendra. En 1989, puisque le professeur Dieudonné Ao a parlé justement de 1989, les choses se sont vite déroulées, on pourrait le dire, parce qu'il y a plein d'événements qui se sont déroulés à l'intérieur du pays, ce qui a fait quand même, a provoqué cette rencontre des cadres du parti, donc de l'appareil PRPB, et on pense justement aller à une assise nationale. Mais sans oublier que Adrien Mbegui aussi avait proposé depuis l'extérieur un forum national. C'est-à-dire, avant de réagir par rapport à vos préoccupations, tout à l'heure je parlais de la corruption. Quand vous prenez la zone de l'OCBN, la zone résidentielle, proche de l'OCBN, tous ceux qui étaient au pouvoir à l'époque sont propriétaires de cette zone. Ils se sont partagés cette zone. Dans quelles conditions? Je crois que quand on parle de la corruption, c'est même la corruption aggravée. Quand on se dit modèle, le modèle là, ne doit pas se partager le patrimoine de l'État. Alors que quand vous allez dans cette zone aujourd'hui, vous constaterez que c'est les anciens du régime du PRPB qui en sont propriétaires de ces parcelles appartenant à l'État. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas acheter Acheter, soit. Mais pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Pourquoi peuvent-ils se partager le patrimoine de l'OCBN? L'OCBN, c'est une institution régionale appartenant à le Bénin au Niger. Se l'approprier, se le partager, se partager ce bien, ce patrimoine, c'est ce que nous appelons déjà le début de la corruption. On peut aller plus loin. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Ce que je sais, c'est qu'il y avait corruption. Alors, si on a d'autres formules pour expliquer, définir la corruption, je suis preneur. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora à l'époque, c'est vrai, le professeur Ao en a parlé. Il y avait deux groupes. Il y a eu un troisième groupe. Il y avait le premier groupe qui était constitué par ceux qui ont pensé que pour renverser le pouvoir, il fallait utiliser la force. Parce que c'était des militaires. Ils avaient l'armée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc utiliser une force pareille. D'où la complicité de ces Béninois, c'est-à-dire, je dirais, le président Émile Derlezi sous le diplomate Oyon, et puis certains présidents de la sous-région, le président Houphouët-Boigny, le président Bongo, le roi Hassan du Maroc. C'est ce qui est dit, mais est-ce que nous avons la preuve de ces l'histoire nous l'enseigne aujourd'hui, toujours est-il dit qu'ils sont partis de quelque part. Et quand ils ont écrit, ils ont laissé des traces. Donc ils sont partis de quelque part, ceux-là qui ont, à un moment donné, ont utilisé la force pour renverser le régime. Donc il y avait cette école, ce groupe. C'est vrai, il y avait le deuxième groupe, et ce deuxième groupe est composé effectivement je dirais, d'hommes d'affaires, mais surtout qui ont exploité les institutions internationales, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, pour, je dirais, étoffer le Bénin. Parce que ce qui manquait au pays à l'époque, c'était les moyens financiers. Et ces moyens, pour que le Bénin puisse... Puisque les salaires n'étaient pas payés. Les salaires n'étaient pas payés avec tout ce que ça comportait. Donc, je crois que c'est le deuxième groupe, d'ailleurs, qui a amené le Bénin à être en défaut. Parce que le Bénin n'aurait plus ses engagements, et comme vous venez de le rappeler, les salaires qui n'étaient pas payés. Le troisième groupe, c'était ceux qui, comme tout Béninois, qui croyaient qu'à partir de la prière, on pouvait s'en sortir. D'où les prières de grâce pour le Bénin.
Alors, quand je rencontrais, alors que j'étais en France, pour être beaucoup plus précis, je rencontrais ces 3 groupes. Mais il y en avait donc qui priaient pour que le pays puisse s'en sortir. Parce qu'ils aimaient notre pays. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse évoluer dans de telles conditions, je dirais, d'insécurité. Parce que ceux qui étaient de la diaspora voyaient ce qui se passait à l'époque comme une confiscation, je dirais, de la liberté. Donc ils se sentaient en insécurité. Ils se disaient, est-ce qu'on peut rentrer au Bénin lorsqu'on est dans ce pays où vous rentrez, on vous reçoit avec des armes. On vous contrôlait, vous ne pouvez pas circuler. C'était des contrôles un peu partout. Est-ce que vous êtes de cette pensée dont je parlais tout à l'heure, unique, ou bien vous étiez d'une autre pensée? N'étant pas de cette pensée, vous êtes automatiquement un anti-révolutionnaire. Et ce 3e groupe dont vous parlez, est-ce que c'est ce groupe conduit par le clergé, puisque vous parlez de prière, vous parlez... Vous savez, c'est vrai qu'on a parlé de la lettre pastorale qui avait été adressée. Indirectement, je dirais. Indirectement, pas directement. Mais vous savez, le Béninois, c'est un croyant qui a toujours cru que ce n'est pas la prière qui pourrait régler cette préoccupation. Donc, je revois encore les messes qui étaient demandées dans les différentes églises françaises, dans les différentes villes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, un peu partout, par les Béninois, pour que le pays puisse s'en sortir. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait une volonté affichée des Béninois d'en finir avec cette époque, avec cette pensée unique dont je parlais tout à l'heure. Mais quand je vois ce que ça a entraîné, vous l'avez suivi comme moi lors de l'émission du chef de l'État, c'était une période qui a conduit le président Patrice et le général Mathieu Kérékou à comprendre l'enjeu. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant lâcher. D'où cette, je ne sais pas comment l'expliquer, cette ouverture de ce tome du président Mathieu Kérékou qui a compris l'enjeu, qu'il fallait arrêter. Qu'il fallait arrêter parce que il faut maintenant reprendre avec une autre conception. Il faut maintenant, il a compris qu'ils ont échoué. Très bien. Ils ont échoué. Voilà. Badirou. Je voudrais dire ceci. En dehors de toute l'organisation de la diaspora, c'est que à l'intérieur, tout bouillonnait. Parce que d'abord, les salaires qui n'étaient pas payés faisaient que les fonctionnaires étaient déjà en ébullition. Et malgré tout ceci, nous devons féliciter ou remercier. C'est le mot que je n'aime pas utiliser parce que remercier, ils sont là parce qu'ils sont élus ou qu'ils sont là pour nous aider, pour aider le peuple. Donc on va quand même remercier le président Mathieu Kérékou qui a eu de la clairvoyance et qui a accepté. Parce qu'après le débarquement de Bob Denard qui a échoué, personne n'osait encore affronter ce pays-là. Mais il a eu de la clairvoyance et il a eu du patriotisme avec Monseigneur de Souza. C'est 2 acteurs clés de cette conférence nationale qu'on doit féliciter. Parce que sans eux, rien n'y fit. Vous étiez fonctionnaire donc des Nations Unies. Comment c'était appréhendé en fait? Je vais vous dire une chose. J'étais en poste à Paris dans les années 84 et j'ai vu tout cela s'organiser. J'allais parfois à l'ambassade où je voyais les fonctionnaires qui n'étaient pas payés. Ils n'avaient même pas de téléphone à l'ambassade. Ils téléphonaient dehors. Donc c'était dur pour nous les Dahoméens. C'était vraiment trop dur pour nous les Béninois. Et ça, malgré ça, vous voyez, il y a eu ce mouvement spontané de grève. Vous voyez ce qu'on a fait à Mathieu Kérékou vers l'église Saint-Michel ici. Il s'est réfugié tranquillement à l'église. Il a refusé qu'on tire sur le peuple. Vous voyez? Et s'ils n'avaient pas accepté, quand ils étaient dans la salle de la conférence de PLM à l'Idio, quand on leur a dit il n'y a pas beaucoup d'ouverture, ils se sont tous tus. Personne n'osait. Il a fallu la diplomatie de Monseigneur de Souza pour mieux agir sur le général. Mais on nous a confié sur Badirou Raoufi, on nous a confié sur un de ce plateau consacré à la quinzaine des 30 ans de la conférence que les agents qui étaient dans les ambassades étaient quand même payés, malgré qu'il y avait cessation de salaire à l'interne. Ça venait sporadiquement. Moi, je sais que
On pourrait dire que vous aviez la chance quand même, parce que ceux de l'intérieur... Non, moi j'étais directeur chez IDC France. J'étais dans une institution interafricaine. Donc j'allais régulièrement à l'ambassade. Je sais que parfois, ils n'avaient pas de salaire. Il y a une banque à côté de l'ambassade du Bénin qui leur faisait crédit en sachant que l'argent va venir d'ici là. Est-ce que vous voyez? Donc je sais de quoi je parle. Et tantôt, je prends mes camarades, je vais leur donner à manger. Parce que, bon, moi, j'étais gracieusement payé en ce moment-là. Bon, mais la révolution, le danger, c'est la répression, la pensée unique, la confiscation de la liberté d'expression. Dieu merci, nous avons eu un président patriote qui a accepté, sans honte, parce qu'on a vu à côté, hein, on a vu dans les autres pays africains où on fait des dégâts. Il ne quitte pas, malgré la pauvreté qui s'installe au pire dans les pays là. Mais Mathieu Crine n'a pas fait ça. Il a plutôt accepté la conférence nationale. Et avec Monseigneur Isidore de Souza, Dieu merci, nous avons eu la conférence nationale qui a instauré la démocratie et qui a instauré la loi fondamentale en remplacement de la constitution de... Non, c'est pas une constitution, comment l'appelle-t-on? Il y avait un titre là pour désigner la constitution d'alors, c'est la loi fondamentale. Voilà, c'est ce que je cherchais. Très bien. Joe Doniao, quel rôle Maître Adrien Onguegui, par exemple, a joué dans cette période? Bon, je ne peux pas, contrairement à mes deux aînés qui sont sur le plateau, moi je n'ai pas été un acteur de la période. En 89-90, j'étais encore au CM2, en 6e, donc Maître Miga et Badirou qui est à côté de moi, et ils sont certainement mieux placés que moi. De toutes les façons, je sais que le Maître Adrien Onguegui était en Côte d'Ivoire en cette période, au Gabon. Et l'organisation de la diaspora, il y avait une synergie qui était organisée autour de l'action que les Dahoméens de l'étranger devraient faire en direction du pays pour changer la donne. Et donc, il n'est pas exclu que Maître Adrien Onguegui ait pu composer avec surtout les acteurs du club Perspective 99, puisqu'il y avait une liaison entre la France, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal. Donc les Dahoméens qui étaient dans les pays de la sous-région comme en Europe étaient en synergie, étaient en contact à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, la distribution des tracts, les articles et autres. Donc je crois que dans ce sens-là, le Maître Adrien Onguegui n'était pas seul. Il n'était pas isolé, et il a certainement composé avec ses pairs pour agir. Et pour ce qui concerne son action particulière ou personnelle, j'avoue que je ne peux pas le dire sur ce plateau. Mais ce que je sais, et que je soutiens avec Maître Jacques Migan, c'est que effectivement la période révolutionnaire était une période de grande corruption. Les différentes sociétés, en 1972, on était à 12 sociétés d'État. En 1982, on était à 120 sociétés d'État. Et donc, ces 120 sociétés d'État ont été toutes sabordées, pillées par des Béninois. Je défie papa par rapport à ça. En passant, parce qu'on a décidé quand même de nationaliser à l'époque. La nationalisation est venue comme une mesure de rachat structurel de ces entreprises, puisqu'elles ont été spoliées, elles ont été toutes mises en faillite, et donc il fallait restructurer. Ensuite, ce que je voudrais aussi dire, c'est que en cette période, en 1972, après le coup d'État du 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou était venu au pouvoir sans grande vision, sans un plan prédéfini, préétabli pour conduire le pays. Donc il y avait, en dehors des cadres de l'armée, les jeunes cadres de l'armée, il y avait également les intellectuels civils de la Ligue qui avaient coopéré
avec les militaires pour mettre en place ce qu'on a appelé le discours programme. Donc le discours programme respectait un certain nombre d'idéologies, de visions. Donc le marxisme-léninisme qui a été adopté en 1974, c'était toujours dans le cadre de la collaboration entre les intellectuels civils et les militaires. Mais à un moment donné, ces intellectuels ont été mis à l'écart par les militaires, et il y a eu plusieurs groupes sociaux qui se sont interférés de façon à ce que certains se sont retrouvés, comment on va le dire, ils ont été mis à l'écart. Et ceux qui ont été mis à l'écart se sont braqués contre le pouvoir en place. Et là, je veux aussi attirer l'attention sur le fait que les Béninois ont toujours eu l'habitude d'asphyxier leur propre pays en agissant sur les institutions internationales. S'il faut changer de régime, s'il faut changer de cap, il faut bien que vous laissez celui qui est au pouvoir de gérer. C'est vrai qu'en 1988-89, la crise économique, elle a été artificielle, mais elle a été aussi une crise mondiale. Et Maître Jacques Migan l'a souligné tout à l'heure, le caractère artificiel de cette crise, c'est le bâillonnement, le musellement de ces institutions financières internationales qui devraient venir au chevet du pays. Donc, conséquence, le régime s'est retrouvé à bout de souffle. Et puis, le président Mathieu Kérékou, puisqu'il n'était pas initiateur de ce modèle de gouvernement, le marxisme-léninisme, vous avez entendu en 89, il a dit: ce que vous nous avez dit de faire, je crois qu'il faut mettre fin à ça. Et donc, on a proclamé, le comité central a proclamé la fin du marxisme-léninisme par la suite. Voilà. Très bien. Maître Jacques Migan, Adrien Mbegui avait-il joué un rôle? Comme l'a dit le professeur à l'instant, on ne peut pas dire que quelqu'un a joué un rôle. Tout le monde a joué sa partition. On ne peut pas dire de manière péremptoire, tel a fait plus que l'autre. Tout le monde a contribué à ce que nous avions connu. C'est ce qui a amené à la conférence. On ne peut pas attribuer à quelqu'un une paternité de cette conférence. Parce que d'aucuns estimaient qu'à l'époque, il y avait quand même un appel qui avait été fait par l'homme pour un forum national et que cela devrait déboucher sur, ce que je sais, la nomination d'un premier ministre. Ça, c'est encore autre chose. Parce que ce qui était à l'époque, c'est que chacun pensait être l'homme providentiel qui pourrait, après la conférence, accéder aux responsabilités et gérer ce pays. Il y avait lui. Il y avait le professeur Tevoigre, il y avait d'autres. Donc, dire que M. Adrien Mbegui a joué un rôle très prépondérant, non. Chacun pensait à lui-même. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand vous aviez vu ce qu'on nous a présenté sur d'autres chaînes ou même sur votre chaîne, tout le monde qui était là à cette époque ont contribuer de manière positive. Je dirais même positive, pas de manière certaine, positive, pour que nous soyons là où nous sommes. Et il faut reconnaître que c'est aussi grâce à deux personnes, comme on l'a souligné tout à l'heure, au général Mathieu Kérékou, qui est un homme de vision, un visionnaire, celui qui a compris l'enjeu, un vrai patriote, celui qui a compris que quand ça ne va pas, il faut le reconnaître. Il l'a reconnu. C'est-à-dire, tout est là. C'est lui qui a été, je dirais, l'homme qui a, je ne sais pas, délié le Bénin de cette situation dramatique dans laquelle il se trouvait. Et c'est en cela que, avant même de parler de YZ, même de Monseigneur de Souza, je crois que l'homme réellement à remercier aujourd'hui, c'est le général Mathieu Kérékou. Parce que nous l'avions vu dans les autres pays qui ont imité le Bénin. Ça n'a toujours pas jamais. Aujourd'hui, on a fait 10 jours, mais dans d'autres pays, 3 mois. Vous dire quelque chose. Oui. Il y avait à l'époque ses pairs. Je prends le pays à côté, le Togo. Si le général avait dit non
Je crois qu'un de ces enfants serait en responsabilité aujourd'hui, comme ce que nous sommes en train de vivre dans un pays proche. On y reviendra. J'aimerais rebondir sur un point. Pour dire qu'au temps de la Révolution, il n'y avait pas la corruption. Du moins, il y avait peut-être une toute petite corruption. Ça, je vais vous dire, parce qu'il a parlé du terrain, de la zone résidentielle. Je le sais bien. Le terrain et la zone résidentielle qui se sont partagés. Aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir achètent ce que l'État n'a pas mis en vente. Bref, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le professeur Awo a dit que toutes les sociétés sont mises en faillite, et pour cause. Au temps de la Révolution, on donne l'égalité des chances. Il y avait le plein emploi. Ils ont créé beaucoup de sociétés, Sopova, Socopom, etc., etc., où ils ont mis, tout le monde a du travail. Vous voyez, il y avait plus de charges que de capitaux pour diriger ces sociétés-là. Donc que toutes ces sociétés, tous ces projets sont fermés. Nous avons vu les quarts d'air dans le temps. Vous savez, je vous assure, si vous voyez en ce temps-là, il n'y avait pas de chômeurs. Vous arrivez immédiatement, vous embauchez. C'était le plein emploi. Il y avait l'autosuffisance alimentaire. C'était favorable parce que la démographie aussi n'était pas ils embauchaient même plus qu'il en faut pour les sociétés. C'était une question. Ils embauchaient l'égalité des chances. Tout le monde doit trouver à manger. Tout le monde doit trouver du travail. Et c'est ça le drame. Vous, quand vous ne mesurez pas l'impact de ce que vous faites, il y a déjà le salaire qui est plus que... Moi, j'ai vécu dans une société, par exemple. Je leur ai dit en droit commercial, lorsque vous avez rongé les 3/4 du capital, il faut mettre la société en faillite. On va poursuivre avec ce qui nous rassemble. Dieudonné Awo, vous parliez d'une table ronde qui avait été organisée. Oui. Et la table ronde a été organisée à Versailles, comme je le disais tout à l'heure, les 2 et 3 décembre 1989. Et cette table ronde avait pour objectif de proposer des mesures de sortie de crise. Et donc, ce que nous pouvons retenir fondamentalement, c'est que à la sortie de cette conférence, de cette grande rencontre, il y a une charte qui a été publiée, qu'on a appelée la charte de Versailles, qui contenait un certain nombre de dispositions qui étaient suggérées au régime Mathieu Kérékou pour sortir de crise. La première résolution qu'on peut retenir ici, je crois, c'était la nécessité de changer de fusil d'épaule. Donc il faut finir avec le marxisme-léninisme et aller à un régime plus démocratique. La deuxième option ou la deuxième résolution, je crois, c'était les conditions qu'il fallait réunir pour aller à une alternance véritablement démocratique. Et troisièmement, c'est un programme qui avait été conçu et proposé pour gérer la période transitoire. Bref, je crois qu'après cette table ronde, il y a eu des événements qui se sont succédés. Et puisque, avec le soutien des institutions internationales que ce groupe avait, on a associé il y a eu des contacts avec les tenants, les responsables du Parti communiste du Dahomey, du PCB, et le 6 ou le 7 décembre, il y a eu de grands mouvements de grève. Donc les rues ont été prises d'assaut dans les grandes villes du pays. Et cet événement a poussé aussi ces institutions internationales à tirer la sonnette d'alarme et à demander au président Mathieu Kérékou de prendre en compte les résolutions qui sont contenues dans cette charte de Versailles. Et donc c'est ça qui a motivé, ou du moins qui a constitué l'une des dernières gouttes d'eau qui a permis à Mathieu Kérékou d'inviter une réunion conjointe du comité central et du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire, du comité exécutif national, pour décider de mettre fin au régime marxiste-léniniste et de proposer la conférence nationale. Et je dis ici que la conférence nationale est une invention typiquement béninoise, puisque le président Mathieu Kérékou et même ses prédécesseurs en avaient déjà l'habitude. En 1979, il y a eu la conférence des cadres que le président Mathieu Kérékou avait organisée pour s'asseoir et discuter, trouver des solutions aux problèmes du pays.
Donc en 1982, il y a eu une autre conférence. Donc c'est le président Mathieu Kérékou, comme Jacques Migan le dit tout à l'heure, c'est de son initiative, c'est lui qui a choisi à un moment donné de lâcher du lest, de revenir et de pouvoir écouter sa population, d'inviter toutes les forces vives de la nation à une conférence avec pour principe de ne pas mettre en cause sa gouvernance. Tout à fait. Donc il n'y avait pas de facteurs exogènes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. L'ambassade de la France ou la France, beaucoup de choses ont été quand même dites. Monsieur Romial, ce que je voudrais pas tout à l'heure, nous mettions Kérékou au cœur de tout. Il a échoué en son temps parce qu'il n'avait pas les hommes qu'il fallait pour l'accompagner réellement dans des domaines sur le plan économique, sur le plan sociétal, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. C'est des gens qui pensaient beaucoup plus à eux-mêmes. Et quand je le dis, c'est un homme réellement un vrai patriote. Sa volonté, c'était le développement, c'était la réussite. Mais malheureusement, les options étaient fabriquées par des gens qui pensaient beaucoup plus à eux-mêmes qu'au pays lui-même en termes de développement. Et le même phénomène, d'ailleurs, s'est reproduit lorsqu'il est revenu démocratiquement aux responsabilités de 1996 à 2006. Quel a été encore son échec? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on ne fait pas ce lien, on ne comprendrait pas ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Parce que le Béninois a toujours cru que lorsqu'il y a soit la période dictatoriale, soit la période démocratique, il pouvait se permettre tout. Le Béninois a toujours cru cela. C'est aujourd'hui qu'on est en train de comprendre qu'une chose est la démocratie, une chose est le développement. On y reviendra puisque c'est prévu. L'une des causes de l'échec de la révolution, c'est notre diplomatie qui n'était pas une diplomatie de bon voisinage avec les pays extérieurs. On n'était pas bien avec le Gabon, pas bien avec la Côte d'Ivoire, pas bien avec le Togo. On n'était pas du tout bien sur le plan. Qu'est-ce qui expliquait cet état de choses? Notre révolution, nous étions dans la révolution. Nous n'étions pas dans la même voie de développement que les autres. Notre voie aurait pu réussir. C'est-à-dire que l'idéologie que nous partageons n'était pas partagée par les autres. Non. Et nous-mêmes, évidemment, on peut ne pas avoir les mêmes idées et être ensemble. Vous voyez, ça dépend de comment vous abordez l'autre. La diplomatie n'était pas de mise à ce moment-là. On a vu Kérékou brandit son bâton sur Bongo dans le temps, il dit le bâton ensanglanté, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de choses. Ce n'est qu'à la fin du règne de Kérékou qu'il y a eu réconciliation. Et encore mieux, quand il a accepté la conférence nationale, il a grandi. Voyez? Donc, nous sommes encore là. Il faudrait que nous sachions que la diplomatie est une arme de paix et de développement que nous devons utiliser à bon escient. Il ne faut pas agresser les pays voisins. Il faut être... Mais vous étiez quand même là. Vous étiez fonctionnaire. Oui. Que faisiez-vous? Il n'était pas diplomate, mais il y avait quand même des citoyens de ce pays qui étaient commis à cette tâche. Pourquoi ne pas l'aider? Là, sur ce plan-là, je rejoins Maître Migan pour dire que les cadres béninois, ils ne pensent qu'à eux. Il y a peu de patriotes qui pensent au développement réel du pays. Ils ne voient que leur situation, ils veulent s'améliorer, ils veulent une notoriété par la voie politique. C'est tout ce qui les intéresse. Mais dire qu'ils veulent œuvrer pour le développement du pays, très peu sont là. Très bien. On va passer maintenant à l'étape où le général Mathieu Kérékou, ou le président Mathieu Kérékou à l'époque, a décidé donc de convoquer la conférence nationale. Un comité préparatoire a été mis en place, 8 membres. La participation de la diaspora aux travaux de la conférence. Parlons-en. Vous savez, la diaspora est venue avec son expérience extérieure. Parce que elle était, je dirais, elle vivait d'autres réalités. Et ces réalités ont été versées dans le dossier pour permettre au Bénin de sortir
de cette situation dans laquelle il se trouvait. Elle a joué un rôle très important parce qu'elle savait, elle vivait dans des pays où il y avait une véritable démocratie. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient à l'intérieur ne savaient pas. Mais comme nous l'avions toujours dit, leur préoccupation, c'est de conserver le pouvoir. Ils savaient, puisqu'ils ont tous été à l'école, à la même école européenne, pour ne pas dire française. Mais l'objectif, c'était de conserver. Mais ceux-ci sont venus pour dire non, on peut faire autrement. Puisqu'au début, nous avions parlé de la pensée unique. Et c'est cette ouverture d'esprit qui a emmené, qui a conduit, je dirais même, où nous avions confié la rédaction de cette constitution à quelqu'un qui a vécu à l'extérieur. Pour ne pas le citer, j'entends par là le professeur Aranzo Gleller. Donc c'était, il est toujours professeur, il l'enseigne peut-être pas, donc il savait. Et ça a été, quand vous prenez cette constitution aujourd'hui, il y a eu l'apport de ceux-là qui sont venus de la diaspora, qui ont beaucoup contribué. Il y avait ceux de l'intérieur, c'est vrai, mais ceux de l'extérieur ont apporté énormément à la rédaction de cette constitution, comme d'autres éléments qui ont permis cette démocratie que nous avons. Avant cette période transitoire, quand on parle des travaux même de la participation même de la diaspora, tout au long des travaux donc de la conférence nationale, qu'est-ce qu'on pourrait dire en réalité? Merci, cher ami Romuald. Je crois qu'on peut dire que c'est à ce niveau même que la diaspora a été très active parce que la conférence, il ne faut pas l'oublier, s'est déroulée dans un climat de grande peur, dans un climat de méfiance, dans un climat où personne ne pouvait augurer du lendemain. Et donc, dans ce contexte... C'est-à-dire qu'on partageait la crainte, mais qu'on partageait également l'espérance. On partageait la crainte, mais on partageait aussi l'espérance. Et puis, dans ce climat, c'est que les Béninois de l'extérieur étaient accueillis, comme il l'a dit tout à l'heure, Maître Migan, ils étaient accueillis comme des gens qui sont venus avec des idées nouvelles, qui sont venus avec de nouvelles stratégies. Et puis, leurs actions, on ne peut pas la quantifier ou les quantifier, on ne peut pas la mesurer, puisque les débats de coulisses, les tractations de coulisses ont été très animés par ces Béninois de la diaspora. Et vous allez constater que la suite, il y a eu des frustrations parce que les acteurs, ceux-là, qui se sont dit qu'ils étaient au charbon, ils ont affronté le régime en place et ils ont conduit la situation jusqu'à l'organisation de la conférence, se sont retrouvés dans les seconds rôles par rapport à la diaspora qu'ils ont même qualifié d'opposants de salon. Donc des gens qui étaient à l'extérieur, ils n'ont pas vécu les réalités de la période et puis ils sont venus, ils ont été les mieux lotis et ils ont investi presque toutes les arcades du pouvoir, le régime de la transition et puis la suite, le premier gouvernement démocratiquement installé. Donc ce sont eux. Les conséquences, il y a eu des frustrations par la suite. Donc la diaspora a été très active et d'autres ont même cru que des solutions avaient été préfabriquées depuis l'extérieur. Et ça, c'est juste, parce que quand vous voyez un peu la charte de Versailles déjà. La charte de Versailles, l'implication de l'ambassadeur de France, l'implication de la France, des États-Unis et autres, donc les institutions internationales, des solutions clés en main avaient été préparées et exportées pour gérer des problèmes qui sont des problèmes intérieurs et propres au pays. Conséquence, il y a eu des frustrations qui ont joué sur la gestion du président Nicéphore Dieudonné Soglo par la suite. Oui, la chance que nous avons eue, c'est que la diaspora est rentrée sans haine. Ils ont tout pardonné, ils sont rentrés pour mieux faire le pays. S'ils étaient venus... Parce que le comité préparatoire aussi a quand même balisé le terrain. Absolument. Il y a une chose, ils peuvent venir, comme on a vu ailleurs, commencer par verser de la bile, ce qu'ils n'ont pas fait. Y compris jusqu'aux anciens présidents.
tout le monde avait la volonté de faire démarrer ce pays. Maintenant, ceux qui gèrent le pays avant, vous savez, on n'aime pas quitter le pouvoir. Tout à fait. Ils ne sont pas contents que ceux-ci viennent leur prendre. Ils croient que leur place leur est réservée. C'est ce qui fait des frustrations. Sinon, à la conférence nationale, on a dégagé une équipe compétente pour diriger le pays avec le Premier ministre Soglo. Je crois qu'on ne pourra pas dire mieux que les gens qui étaient nommés étaient des gens compétents. Il y avait aussi des compétences à l'intérieur. Par rapport à ce qu'on voyait faire avant. Non. On a vu ceux qui dirigeaient. On a vu, prenez le dernier gouvernement de Kérékou par rapport au premier gouvernement dirigé par Soglo. Vous allez voir la qualité des hommes qui ont dirigé. Je vous en prie, sachez que tout a été possible parce que les gens ont laissé la haine de côté. Ils ont cru à ce qu'on peut faire redémarrer le pays et ils ont travaillé dans ce sens. C'est comme ça que la conférence a réussi. Parce que s'ils étaient venus, parce que les exilés politiques peuvent venir avec des rancœurs, ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir que chacun d'entre nous avions mis une autre pour mieux réussir cette conférence-là. Très bien. Oui, par rapport, effectivement, il y avait quand même un certain nombre de dispositions. Le comité préparatoire avait quand même pris également certaines dispositions pour garantir une certaine sécurité, même si par la suite, il y a eu certains propos qui ont été tenus, qui ont encore semé de la crainte et tout cela, mais il y avait quand même un certain nombre de mécanismes qui a été mis en place pour quand même je crois que renforcer. Ce qu'il faudrait, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est la personne du général qui a rassuré presque tout le monde. Et tout le monde se tournait. Et que ce soit ceux de l'intérieur, ceux de la diaspora, le dernier mot lui revenait. Le dernier mot lui revenait et les gens étaient convaincus que la parole du général seul permettait de débloquer les situations, de rassurer et à rassurer surtout la diaspora. Parce que la méfiance était là. Les gens étaient venus, ils étaient méfiants. Ils se demandaient comment finirons-nous cette conférence. Est-ce qu'elle va aboutir à une conférence autonome qui permettrait d'aller jusqu'au bout de ce que l'on recherche, c'est-à-dire la démocratie. Et surtout la question de la souveraineté. La souveraineté de la conférence qui a été dit, qui a été prononcée, je dirais, par le général lorsqu'il a eu à le dire, que la conférence, tout ce qui sortirait, c'est souverain. Et je crois que c'est des éléments qu'il faudrait saluer. Et c'est là où maintenant il faut saluer, je dirais, l'homme, l'évêque Monseigneur D'Souza, qui entrait en ligne de compte en ce moment pour voir le général, rencontrer le général, parler au général. Parce que ce que beaucoup oublient également, c'est que le général, c'est quelqu'un qui croit fondamentalement en Dieu. Et je dis bien qu'il croit fondamentalement en Dieu pour l'avoir fréquenté pendant une période de 2001 à 2006. J'ai compris que c'est un homme qui, quel que soit ce qu'on peut lui attribuer, il a la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte de Dieu qu'il a rencontré à travers Monseigneur D'Souza, lorsqu'il est parti le voir pour lui expliquer. Et il a lâché dans l'intérêt du pays. Et c'est ça qui a permis tout ce qui a suivi, c'est-à-dire les craintes des uns des autres, les méfiances des uns des autres, surtout ceux de l'intérieur qui ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Parce que les gens ont tendance à croire qu'ils pensaient qu'on allait, c'est-à-dire, quand on analyse le comportement de ceux qui étaient au pouvoir, ils n'étaient pas partis pour lâcher le pouvoir. Ça, beaucoup ignorent ce volet. Pour eux, il y aura une conférence, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs conférences. Mais il y avait quand même certains parmi eux qui étaient pour le changement. Monsieur Romuald, laisser le pouvoir. Attention, on peut changer, mais laisser le pouvoir, c'est une autre chose. Moi, j'ai eu à échanger à un moment donné avec le général pour en savoir, est-ce que certains réellement qui étaient autour de vous voulaient que l'on aille au changement, c'est-à-dire que vous ne soyez plus, que vous ne continuez plus. Je ne vais pas citer de noms, mais quand il m'a donné des noms de gens qui étaient cantés sur leur position, conférence d'accord, mais le pouvoir continue.
Ça, c'est en cela que j'ai compris que les deux acteurs, comme je viens de le dire cette fois-ci, c'est le général et Monseigneur de Souza. Et c'est en cela que je dis, c'est les deux maintenant qu'il faudrait porter pour ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie au Bénin. Ils sont les maîtres de cette démocratie. Mais est-ce qu'on n'a pas très tôt fait de balayer du revers de la main ce qu'on pourrait avoir comme de positif quand même dans cette gestion révolutionnaire, parce qu'il y a quand même, il n'y avait pas beaucoup, la conférence semble, ou la diaspora semble imposer la charte, en tout cas quelques points de la charte, et on a oublié tout ce qu'il y avait comme de positif dans la période révolutionnaire. Évidemment, la période révolutionnaire n'a pas été entièrement mauvaise. Et la période de 1975 jusqu'aux début des années 80, c'était une période suffisamment faste pour le pays, une période de croissance économique, une période de croissance économique même pour la sous-région. Donc il y a eu des réalisations, il y a eu des comportements révolutionnaires qui ont été imprimés aux citoyens dahoméens et béninois de la période, qui sont des acquis, qui sont des choses positives pour le pays. Et tout a basculé avec le gel des recrutements en 1986, la cessation de paiement des salaires, et puis les Béninois, en tout cas, tout fonctionnait d'ailleurs. Lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas payé, donc vous convenez avec moi que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc c'est la période de 1987, 88 à 89 ces 3 dernières années qui ont tendance à balayer ou à couvrir, à peindre en noir toute la période favorable qu'on a vécue au début de la Révolution. Et donc la diaspora dans son rôle, puisque vous avez, quand on parle du rôle de la diaspora, il ne faut pas oublier les forces de l'intérieur, comme nous l'avions déjà dit tout à l'heure, qui ont travaillé pour le changement. Et vous ne vous êtes pas inquiété de savoir, mais pourquoi les militants du PCB n'ont pas participé à la conférence. Ça fait partie des frustrations et des griefs que les Béninois de l'intérieur avaient contre la diaspora qui est venue comme des messies, la diaspora qui est venue comme pour dicter la loi de l'étranger ou de l'extérieur, en tout cas de ceux-là qui sont venus d'ailleurs à ceux qui sont à l'intérieur. Mais la meilleure posture, est-ce que, c'est vrai que vous n'êtes pas PCB, mais est-ce que la meilleure posture c'était de ne pas être là? Il y a une chose que je vais vous rappeler, c'est que lorsque les révolutionnaires sont arrivés, on a dit soutien tactique, démarcation stratégique. Il n'y a que la Ligue qui est partie participer à la révolution. Les autres sont restés en dehors de leur gouvernement jusqu'au bout. Il n'y a que l'UGED, c'est que Adio Bokonyas qui est rentré dedans. Donc les PCB, c'est les meilleurs politiciens que je dirais, mais ils sont trop durs. Ils ne sont pas flexibles. Je connais des amis, ils sont restés 50 ans PCB, ils sont restés toujours dedans. On ne peut rien leur proposer. Et ils n'ont pas d'argent pour battre campagne, pour devenir des députés, pour aller défendre quelqu'un. On n'a pas besoin d'argent pour participer aux travaux. Je viens. Non, si j'étais flexible, j'allais participer. Au moins, on dit, bon, écoutez, on ira voir. Parce qu'on dit, lorsque vous n'êtes pas là, on parle à votre place. On vous impose ce qu'il y a. Mais quand vous êtes là, vous pouvez changer la donne. Mais les PCB sont tellement intransigeants. Je me rappelle un des leurs, c'était l'autre là, il a été nommé ministre, on lui a refusé de prendre. Nyansounou. Je lui ai dit, mais Nyansounou, pourquoi tu n'as pas pris? Tu aurais pu prendre, peut-être que tes idées vont travailler à l'intérieur, mais quand on n'est pas là, la politique de la chaise vide, il ne faut pas la faire dans des circonstances pareilles. C'est leur erreur de ne pas être participé. Si on les a éliminés, il fallait qu'ils réclament en tant que citoyens d'y participer parce qu'ils ont leur mot à dire. Mais en fait, c'est déjà passé, sachant que les PCB, c'est mes amis, les purs et durs, il faut qu'ils soient flexibles parce que même l'Union soviétique a changé avec Gorbatchev. Très bien. Est-ce que, je vous pose la même question, on n'a pas très tôt fait de balayer quand même du revers de la main les points positifs de la révolution?
Ah non. à la conférence parce qu'on semble d'entrée de jeu ici, j'ai dit que la révolution fait de bonnes choses. J'ai cité SCO au Nibolo. J'ai cité Sucrière de Savet. Même si vous voyez les places de la révolution, c'est de vraies places par rapport aux jouets qu'on est en train de faire maintenant. Non, il y a eu beaucoup de choses. LCB, les grandes entreprises sont venues sous la révolution. On n'en a pas trouvé plus grande jusqu'à ce jour. Mais c'est la défaillance vers la fin qui a fait que tout a capoté. C'est-à-dire que non-paiement des salaires la répression, beaucoup de gens sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas rentrer. Bon, tout cela fait que... Et même les institutions internationales ont vu que tout n'allait pas à l'intérieur. Ils nous ont accompagnés. Quand Bob Dena a échoué, mais vous savez, les gens ne dormaient pas. Ils ont fait comme s'ils ont signé « Embrasse ton ennemi pour mieux l'étouffer ». Et ils sont revenus à de bons sentiments avec Kérékou. Et puis après, bon, c'est pour visser. Et vous savez, parfois, les institutions de Bretton Woods servent à quelque chose. On vous dit de nationaliser une société qui est rentable, alors qu'on ne nationalise pas. On ne privatise pas une société rentable. Si je prends la Sonar, ce n'était pas une société à privatiser. Si je prends la Sobebra dans le temps, en dehors de l'usine de Boycon, qui faisait un poids mort dedans, c'était une société rentable. On ne pouvait pas privatiser tout ça là, mais les institutions de Bretton Woods parfois vous disent restructuration, ils vous étouffent si vous ne savez pas faire. Bref. On pourrait dire peut-être que c'est le pacte qui avait été fait par la diaspora avec... Non, c'est pas le pacte. Ce qu'il faudrait reconnaître, c'est qu'il y a eu de belles choses. Mais c'était l'idéologie qui ne passait pas. Le marxisme-léninisme. Et les pays frères, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Niger, pour ne citer que ces pays, avaient peur que ça fasse tache d'huile chez eux et que la même chose puisse se reproduire. Donc quand on dit que le Bénin a échoué parce que les pays qui l'entouraient n'appréciaient pas du tout cette idéologie qui pourrait leur causer préjudice. D'où cet étouffement, je dirais, avec la complicité des institutions internationales. Sinon, il y a eu de belles choses, oui, mais il y a eu de belles choses tuées par le choix que nous avions fait. Si le Bénin, à un moment donné, avait laissé cette pensée unique dont je parlais, en entrant dans cette voie démocratique plutôt, parce que peut le faire, on fait semblant, même quand vous allez aujourd'hui en Russie, ils font semblant de parler de la démocratie alors que tout le monde sait que c'est toujours la pensée unique qui continue à se manifester dans ce pays. Je crois que c'est là où il faudrait voir l'échec de nos réalisations, de nos bonnes réalisations, parce que nous avions effectivement à l'époque obtenu des résultats, mais ces résultats à un moment donné, nous n'avions plus les moyens financiers pour continuer à satisfaire les besoins, notamment salariaux. Les besoins, parce que vous le savez très bien, comment commence la guerre? C'est quand les salariés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Je dis bien, les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous pouvez tout faire en bien, mais lorsque, à un moment donné, vous ne pouvez plus honorer les engagements de l'État en ce qui concerne vos agents, là, vous perdez tout. Or, on a créé les conditions pour que nous n'en arrivions plus à honorer ces engagements à travers ce qui pourrait nous accompagner. Et comme vous le savez, nous n'avions pas de moyens qui pourraient permettre de payer le pétrole. On n'en avait pas pour qu'on puisse nous faire confiance. Très bien. Après les travaux de la conférence nationale, le Bénin a-t-il toujours eu l'accompagnement de sa diaspora? 30 ans après, que voyez-vous, Badiro Raoufi? Ah ben oui, la diaspora a bien accompagné la conférence nationale parce que c'est une fierté nationale et internationale. Nous avons la diaspora rendu très cher notre démocratie, puisque tous les pays sont venus à l'école du Bénin pour la démocratie. Et nous en sommes très fiers. La diaspora en a été très fière. Mais seulement que la dérive après la conférence nationale fait que la diaspora commence par se méfier. Parce que nous avons eu la loi fondamentale, la Constitution qui a un socle de paix et de développement. Parce que si
Et une constitution est tellement sacrée qu'on ne touche pas comme ça dans les grandes démocraties. On peut modifier certaines petites choses, mais à s'y intéresser de fond en comble, non, ça ne se fait pas. Dans aucun pays du monde évolué démocratiquement, on ne fait ça. On ne fait pas. On ne voit ça qu'en Afrique. En Afrique. Donc, la diaspora béninoise est très fière de la conférence nationale et de notre constitution. Et c'est pour ça que lorsqu'on touche à notre constitution, la diaspora s'arrache les cheveux. Tu veux donner à où? Mais je 30 peux ans dire, après. 30 ans après, je peux dire que la diaspora a continué de jouer son rôle de veille. Et vous-même, vous le savez, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez comment la diaspora s'organise à chaque fois. Et puis aujourd'hui, au bénéfice des médias, du téléphone portable, des Android et autres, la communication va très vite. Et puis aujourd'hui, au Bénin, on a plus l'écho de la diaspora en termes de veille citoyenne, en termes de préoccupation pour la bonne gestion de notre pays. Et puis vous voyez qu'à chaque fois que un président va à l'étranger, à l'extérieur, dans un pays, tout de suite, les Béninois s'organisent pour rencontrer leur chef d'État, pour lui poser un certain nombre de problèmes. Et puis dire aussi que jusqu'à aujourd'hui, la diaspora a toujours fait des contributions constructives pour la bonne gouvernance, la bonne gestion du pays. Donc 30 ans après, moi je peux dire que la diaspora s'est mieux organisée. La diaspora, les Béninois surtout ont une caractéristique qui leur est peut-être innée. Le Béninois a fortement aimé chez lui. Quand vous voyez un Béninois quelque part, il a toujours une oreille en direction de son pays. Et donc moi, à plusieurs fois, et quand tu passes sur une émission ici, les premiers amis qui t'appellent, c'est depuis les États-Unis, c'est depuis la France et autres. Donc c'est pour vous dire que les gens, ils sont très attentifs sur ce qui se passe, sur la manière dont leur pays est géré. Et ça se lit aussi dans leur participation aux différentes élections. Si vous voyez l'engouement que les gens mènent pour s'inscrire dans les ambassades, dans les consulats et autres pour pouvoir participer aux élections, ça c'est signe que la diaspora est très active et accompagne la gouvernance, la bonne gestion de leur pays. La diaspora pourrait quand même contribuer mieux encore quand on sait que pendant cette marche de 30 ans de démocratie, nous avons manqué d'aller forcément au développement, alors que nous avons quand même plein de médecins. En France, par exemple, nous avons plein de telle ou telle autre compétence. Monsieur Robial, vous savez, cette préoccupation, ce que vous venez de dire en ce qui concerne, même en donnant l'exemple de nos médecins qui sont à l'étranger, elle aurait bien voulu, la diaspora, apporter sa contribution au développement actuel du pays. Et je crois que c'est le moment. Parce que ce qui se faisait, pourquoi la diaspora a toujours freiné son élan? C'est tout simplement à cause de ceux qui sont au pays, qui ne veulent pas voir les autres arriver, partager un tant soit peu ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est l'expérience de la conférence. Non, je dirais que les Béninois n'aiment pas partager. Ça, je vous le dis honnêtement. Parce que j'ai des amis qui sont médecins, qui auraient bien voulu, tout en étant médecins en Europe, médecins en France, arriver pour partager leur savoir, leur expérience. Et pourquoi pas? Mais il faut voir l'accueil qu'on leur réserve. Et c'est fort de ça que aujourd'hui la dynamique qui est mise en place pour obtenir cet hôpital de référence aura besoin de la compétence de tout le monde, surtout des Béninois de l'étranger qui sont dans la santé. Et il en sera de même de l'école de la formation. Il en sera de même dans tous les domaines, parce que aujourd'hui, le pouvoir qui est là accorde beaucoup plus de place, je dirais, à la diaspora. Et il vous souviendra lorsque le président avait parlé de désert de compétences. Et quand il avait parlé de désert de compétences, c'était en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, la diaspora veut
accompagner le Bénin, les Béninois qui sont à l'étranger, qui soient au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe, peu importe, même en Afrique, leur préoccupation aujourd'hui, compte tenu de cette chance qui est offerte, c'est de rentrer pour accompagner le développement, et ça se vit. Et chaque fois maintenant, moi, quand je vois des amis, alors que je pensais qu'ils allaient opter pour la retraite, leur préoccupation, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je vais faire pour accompagner le développement aujourd'hui de mon pays, parce que la possibilité est aujourd'hui offerte. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Et je crois que nous le devons au régime qui est là aujourd'hui, ce régime d'ouverture, de la rupture, et qui veut que tout le monde arrive. Quand vous prenez déjà, monsieur Romuald, pour rester encore dans le domaine de la santé, les hôpitaux de zone. Les hôpitaux de zone, avec le problème de l'affermage, on demande aux Béninois ou à tous ceux qui pourraient venir pour louer, pour récupérer, pour un temps soit peu, la gestion de ces hôpitaux de zone. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté affichée de pouvoir qui veut que les Béninois rentrent, quel que soit le secteur. Ce n'est pas seulement réservé à ceux de la santé. Très bien. Oui, Raoufi. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Quand on voit le nombre de réfugiés politiques de chez nous, personne n'ose venir. Je vous jure. Quand la diaspora voit le nombre de réfugiés, ils n'osent pas venir. En fait, quand vous parlez de réfugiés, c'est dans un pays de guerre. Non, ça, je crois qu'il veut parler de réfugiés volontaires. Un instant. Allons-y doucement. Vous voyez, nous sommes tous Béninois. Nous savons ce que nous voyons. Pas ce que nous entendons, ce que nous voyons. Et si vous voyez le nombre de gens qui sont partis pour leur opinion politique, ceux de l'extérieur n'osent pas arriver. Parce que la liberté d'expression est confisquée selon eux. Et ça, je vous ai dit, et moi je jure et je le dis et je peux le prouver, qu'il n'y a pas de désert de compétences au Bénin. Trouvez-moi un corps de métier et je vous trouve les compétences qu'il y a dedans, intérieures ou extérieures. Les Béninois, nous devons faire en sorte que nous ayons un forum de développement où par corps de métier, nous établissons les voies, les actes, les voies et moyens pour aboutir dans le réel développement. Les actes, comment l'appelle-t-on, les lignes directrices de développement. Si nous disons, vous les ingénieurs agronomes, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous les ingénieurs des ponts chaussés, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous avez vu des ingénieurs des ponts chaussés ici, ils n'ont jamais fait un petit pont, jusqu'à la retraite. Vous voyez des ingénieurs pétrochimistes, il y en a ici, je peux vous en donner. Ils n'ont jamais été mêlés au pétrole du Bénin. Etc. Dans tous les corps de métier, il y en a. Moi, je suis arrivé, j'ai un doyen, un grand frère, quand je suis arrivé à Paris, il m'a pris dans sa voiture, tu vois, le tunnel de là, j'ai participé à ça. Au Bourget, j'ai participé à ça. On faisait le périph', parce qu'il y avait la petite ceinture, on faisait les périphériques, il disait participé à ça. Mais quand il est rentré au Bénin, est-ce qu'il n'a jamais fait un petit pont? Non, jusqu'à sa retraite. Il y en a beaucoup. Je vais conclure en disant que il faudrait que les déserts de compétences, là, je dis non. Nous, les Béninois, on excelle dans tous les domaines des corps de métier. Il faudrait qu'on le sache. D'accord, tu veux donner à eux? Monsieur, je voudrais d'abord... Est-ce que vous permettez de expliquer? Parce que nous sommes à une émission où il ne faut pas laisser dire du n'importe quoi. Vous savez pourquoi je vous aurez la parole, bien évidemment. D'accord, dans ces conditions, je préfère lui laisser la parole parce qu'il a rebondi par rapport à ce que j'ai dit. Allez-y, puisque vous avez la parole. Quand il parle de réfugié pour son opinion politique, je le mets au défi. Je le mets au défi de donner un seul nom de Béninois qui serait réfugié quelque part pour son opinion politique. C'est tout ce que je voudrais lui demander. S'il peut me donner un nom d'un réfugié pour des raisons politiques. En fait, d'abord, vous me faites peur, parce que quand on parle de réfugiés, pour moi, Non. Nous avons plein de compatriotes à l'extérieur aujourd'hui. Des hommes politiques qui sont partis. On dira qu'on leur a rien fait, ils sont partis volontairement. C'est ça? Peut-être quand ils seront là, ils seront sur place, ils seront peut-être appelés à la grillette. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour être
à la criette. Vous savez, merci cher ami, et puis je pense que Maître Migan doit pouvoir patienter, et ce que Papa Badirou est en train de dire, je crois que c'est excessif, puisque, comme vous le dites, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, il voudrait tout simplement parler d'exilés politiques, encore que là, personne n'a été mis en exil. Et des gens sont partis par eux-mêmes. Et je crois que ce qui nous manque dans ce pays, c'est la responsabilité. Le Béninois n'aime pas répondre de ses actes. Et le gouvernement en place, je crois que c'est à ça que le gouvernement nous invite, nous appelle à désormais. Quand vous posez des actes, il faut bien que vous puissiez en répondre. Maintenant, si vous allez à l'extérieur, vous fuyez pour aller à l'extérieur, vous ne voulez pas répondre de vos actes, on ne vous appellera pas réfugié politique ou exilé politique. Donc, moi, je pense que à chaque fois qu'un gouvernement s'est installé dans mon pays, moi, j'ai toujours constaté que ceux qui ne sont pas directement impliqués, liés ou intéressés par appelés à la gestion, se mettent tout de suite à diffamer, à faire des choses, à travailler pour sa déstabilisation. Et aujourd'hui, je crois que depuis 2016 à aujourd'hui, ceux qui avaient tiré à boulet rouge sur le régime en place sont en train de déchanter, puisque les résultats parlent d'eux-mêmes. Les Béninois qui sont à l'extérieur, moi je parle de la diaspora. En 2017, si le président Talon est allé à Paris, s'il y a 50 Béninois de Paris qui l'ont reçu, aujourd'hui 250-300 000 Béninois le rencontreraient. Parce que les résultats sont là et tangibles. Et puis, il faut mieux que nous dépassionnons le débat. Nous ne sommes pas le désert de compétences. J'avoue et j'approuve ce que le maître Migan a dit. C'était juste une manière pour appeler les forces vives de la nation béninoise qui travaillent à l'étranger, à l'extérieur, de venir pour bâtir ensemble le pays. Désert de compétences. C'est vrai, il y a des compétences à l'intérieur, mais il faut vous dire que nous ne devons pas oublier cette politique que les Occidentaux mènent, de ce qu'on appelle le brainstorming, le brain trust plutôt. C'est une politique qui permet d'attirer les meilleures compétences des pays africains pour aller développer, travailler pour le compte des pays occidentaux qui ont toujours dominé l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Donc les meilleurs Béninois qui réussissent à l'étranger, il y a des politiques qui se mettent en place pour leur permettre de rester, de ne pas rentrer au pays. Et puis c'est de ça qu'il est question. Si nous sommes animés d'un esprit de citoyen, nous devrions pouvoir venir travailler pour la construction de notre pays. Le pays est ouvert aujourd'hui, les gouvernants d'aujourd'hui sont très ouverts pour attirer la compétence béninoise qui vit à l'étranger. Très bien, très rapidement. Je ne dirais pas que vos propos sont exagérés. Quand vous dites que nous ne sommes pas avec, nous voyons les choses, nous voyons ce que nous voyons. Et dire que les exilés politiques, que c'est volontaire, personne n'aime quitter son pays. Et lorsque la diaspora voit que beaucoup ont quitté, elle est sceptique pour entrer. Oui. Non, ce que je voudrais dire... On fait un dernier tour de table parce que nous sommes à la fin de Non, ce que je souhaiterais... nous sommes dans un contexte aujourd'hui, on peut aimer ceux qui sont là, on peut ne pas les aimer, mais il y a une réalité qui est observée par les Béninois, même de l'extérieur, à travers la chaîne. L'ORTB qui explique, qui montre tout, d'une part, et les moyens médiatiques qui permettent aux uns aux autres de savoir. Donc, aujourd'hui... En fait, quand vous parlez de l'ORTB, vous êtes sur le télé. J'en viens, il n'y a pas que l'ORTB, il y a vous aussi, puisque tout à l'heure, quelqu'un disait, quel que soit... quand une émission a eu lieu, c'est depuis l'étranger qu'on l'appelle pour lui faire part. Comme vous, IT-Télé, vous montrez tout. Je crois qu'il ne faudrait pas exagérer. On peut être opposant, mais il faut être opposant d'une critique honnête, responsable, je dirais. Tout à l'heure, lorsque j'évoquais le problème de ceux qui sont partis, et ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui. Tout à fait. Ce n'est pas l'objet de notre débat, il n'y en avait pas. Bref, ce que je voudrais dire, mon pays aujourd'hui, 30 ans après, et surtout 30 ans après la conférence,
Je crois que c'est maintenant que le Béninois est en train de comprendre, la diaspora est en train de comprendre que oui, il y a eu la démocratie, mais on est resté à ce niveau. On n'a pas cherché à aller vers le développement maintenant. Pourtant, nous parlions de acquis de la démocratie et de la conférence. Acquis de la conférence. Mais on va vivre de ces acquis-là. Le Bénin doit se développer. Et c'est ce développement dont parlait M. Ao tout à l'heure, que le Bénin a commencé, c'est ce qui aurait dû commencer juste après la conférence. Mais on a croisé les bras, on s'occupait parce qu'on a voulu qu'on reste stricto dans le domaine politique. Dans le domaine économique, rien. Dans le domaine de l'éducation, rien. Dans le domaine de la santé, rien. C'est aujourd'hui réellement que le développement prend tout son sens. Et le Bénin est en train de s'éveiller, se lever, je dirais, aujourd'hui, et à moins d'être aveugle, à moins d'être sourd, à moins d'être... Jacques Migan, oui, c'est votre mot de fin. Oui, je vais vous dire une chose. En fait, oui, j'aurais voulu que vous rassemblez quelques acteurs de cette conférence nationale, tels que Hans Oguele, Dosso Robert, Adrien Mbedi, Amoussou Isidore, etc., quelques-uns, pour qu'ils puissent parler de cette conférence et de ce qu'ils y pensent aujourd'hui. Parce que c'est bien facile que chaque aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Oui. Aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui peuvent dire que c'est eux qui font tout maintenant. Ceux d'hier n'ont rien fait. C'est pas le problème. De toute façon, M. Migan, laissez-moi placer un mot. Il y a que, avant eux, beaucoup de choses se sont faites et continuent d'être faites. Et vous continuez certains projets qui n'ont pas été terminés. C'est normal. C'est la continuité d'un État. Mais ne dites pas que je refuse ça, que les autres n'ont rien fait. Je le refuse strictement. Vous n'avez pas encore fait le tiers ni le huitième de ce que les autres ont fait. Vous continuez un peu ce qu'ils ont fait. On voit Cotonou aujourd'hui, si moi je fais 150 km de route, si je fais 150 km de route, 150 km de route, bitumée, et que vous faites 40 km de route dans Cotonou, c'est plus visible les 40 km de route dans Cotonou. Merci Raoufi Badirou. Pour finir, cher ami Romuald, je voudrais vous remercier aussi les téléspectateurs pour dire tout simplement que 30 ans après la conférence nationale, moi je constate que depuis 2016, il y a des choses, des bases qui sont en train d'être jetées pour un véritable décollage. Et aujourd'hui, plus que par le passé, la diaspora, dans son rôle de veille, a plus confiance et a plus le regard tourné vers le Bénin aujourd'hui en termes de volonté de participer à la construction nationale. Et donc, je crois que nous devons pouvoir continuer sur cette lancée pour que cette synergie puisse exister et grandir entre les Béninois de l'intérieur et les Béninois de l'extérieur, et puis trouver le parchemin, comment on va dire, la modalité qu'il faut pour que la diaspora puisse contribuer véritablement au développement du pays. Très bien. Merci. Vous avez commencé le mot. Vous avez commencé le mot de fin. Juste un mot. Non, vous avez commencé le mot de fin. Malheureusement, le temps est parti. On aura d'autres. Parce que je voudrais donner un petit exemple. Non, on aura d'autres. On aura d'autres occasions. Maître Jacques Migan, vous êtes avocat. Merci beaucoup. Raoufi Badirou, ancien fonctionnaire donc des Nations Unies, administrateur à la retraite. C'est bien cela. Merci pour votre disponibilité. Professeur Dieudonné Ao, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. En tout cas, c'était très enrichissant nos échanges. Nous aurons d'autres occasions pour revenir sur d'autres thématiques. Je vous le promets. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est bien ce numéro de la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale. Et cette quinzaine, ça se poursuit demain, bien évidemment.